Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence et bienvenue dans ce deuxième panel et dernier panel de la troisième journée de la conférence d'Égide sur le thème les identités francophones, artivisme, plaidoyer, intersectionnalité dans les communautés. Le thème de ce deuxième panel de la troisième journée est l'artivisme ou plutôt les artivismes pour rester fidèle à l'esprit de diversité et de pluralité du réseau Égide. En fait, aujourd'hui, on va parler des regards croisés sur l'artivisme entre le Nord et le Sud, mais aussi on va parler des spécificités de l'artivisme et de son importance dans notre lutte queer et dans les luttes en général. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous recevons trois voix queer qui incarnent justement l'esprit de cet artivisme dans le monde francophone et dans la lutte queer. Nous recevons des voix entre le Maroc, la France, le Canada et le Cameroun. Et permettez-moi, avant de les présenter, de revenir sur les points que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, dans ce panel, pour ceux qui ont certainement regardé le premier panel de cette journée, dans ce deuxième et dernier panel, nous allons aller au-delà de l'expression artistique de l'artivisme, mais nous allons aussi l'aborder en tant qu'outil de lutte aujourd'hui dans nos combats, mais aussi on va parler de l'artivisme en tant qu'un espace de réflexion, de dialogue et de prise de confiance. Et de confiance et des consciences aussi. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Soufiane Hnani, je suis activiste, cofondateur du collectif El-Lil pour la promotion des diversités sexuelles et des pluralités de genre au Maroc. Je suis aussi podcasteur et je travaille sur les questions de genre, de liberté sexuelle et des masculinités. Et permettez-moi aussi de présenter nos intervenants et intervenantes dans ce panel. Je commence par Hicham Taher. Hicham Taher, tu es journaliste et écrivain marocain, né à Kenitra, diplômé de l'École supérieure de journalisme à Paris. Vous avez été nommé l'écrivain prodige parce qu'à 19 ans, alors vous avez contribué au recueil Lettres à un jeune Marocain sous la direction de l'écrivain marocain Abdelater. Et plus tard, vous avez publié vos romans, tes romans, Jabour en 2013 et La ruelle des pieds nus en 2015. C'est exactement ça. Bonjour Sofiane. Bonjour. Sophie Labelle, tu es dessinatrice, conférencière et écrivaine canadienne transféministe. Vous êtes connue par votre webcomic à signer de mail qui est inspiré de tes expériences en tant qu'enfant transgenre. Alors, tu es lauréate du théâtre expérimental de l'Université de New York. Tu fais aussi de la danse, actrice, et nous allons parler de tout cela aujourd'hui. Et peut-être je te laisse rectifier certaines choses, si tu veux. Rien de ça n'était vrai, mais... Ok, et je te laisse le temps de te présenter, Sophie. Je suis désolé si si je me suis trompé un moment. Oui, d'accord. Donc, est disponible sur la plateforme. Oui, donc je suis effectivement BDiste. Tu as la parole. Je suis effectivement BDiste. Je n'ai ni étudié la danse ni le théâtre expérimental, mais j'ai publié plusieurs romans également et de la littérature jeunesse, des albums jeunesse. Et j'habite en Finlande. Ok, parfait. De toute façon, on aura le temps. Il y a Erika Nomeni qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler aussi de l'artivisme. J'aimerais commencer par une toute petite question, toute simple. Qu'est-ce que ça vous inspire l'artivisme et quelles ont été vos inspirations pour utiliser alors vos plumes, l'art en général dans votre engagement pour la diversité et la pluralité sexuelle. Nous commençons par Sophie. Oui, eh bien, moi, j'ai commencé ma bande dessinée en 2014
Je l'ai commencé sur les médias sociaux. Et le but, à l'origine, c'était vraiment de créer quelque chose qui s'adresse aux personnes trans elles-mêmes. Donc, moi-même étant trans, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon engagement, mon activisme. Ça fait depuis que je suis ado que je fais de l'activisme. Et donc, c'était impensable pour moi de faire de l'art qui ne soit pas engagé. Mais cet engagement-là prend surtout la forme justement d'un dialogue avec les communautés trans elles-mêmes. En 2014, la plupart du temps, lorsqu'il y avait des histoires qui étaient présentées au public à propos de personnages trans, c'était toujours dans le but d'éduquer ou de sensibiliser la population aux enjeux qui touchent les personnes trans. C'était jamais parce qu'il y a des personnes trans dans l'audience, ce qui fait en sorte que la plupart du temps, lorsqu'on voit des histoires de personnages trans à la télévision, ça a toujours un peu l'air d'un documentaire sur la vie sauvage, vous voyez ce que je veux dire? Du genre, voici une personne trans dans son environnement naturel. Et ouais, donc de là est né le projet. Je voulais créer quelque chose qui puisse divertir les personnes trans elles-mêmes, quelque chose de fictif. C'est pas du tout inspiré de ma propre vie. C'est vraiment de la fiction. Et ça rend les gens tellement mal à l'aise quand je dis ça parce qu'on est tellement habitué de voir les personnes trans dans un paradigme où on est forcé de déverser nos entrailles sur la table et de nous confesser et d'aller expliquer notre chemin, notre parcours pour avoir une certaine légitimité aux yeux de la population. Donc une personne trans qui crée de la fiction, c'est quelque chose de très de très rare, mais également de très litigieux. Les gens réagissent très fortement lorsque ils voient des personnes trans créer de la fiction. Donc, c'est un peu ce que je fais. Donc, sur les médias sociaux, surtout, mais également à travers des romans et des albums jeunesse. Ok. Bah, justement, on va parler du rôle des réseaux sociaux aussi, mais aussi on va parler donc, de la solidarité transnationale. Et je rappelle que ce sont les deux thèmes qui ont été abordés pendant les deux journées précédentes de la conférence. Mais maintenant, d'abord, permettez-moi d'accueillir Erika Nomni. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Erika. Alors Erika, tu es artiste aux multiples talents. Tu es reconnue pour ton travail en tant qu'activiste, autrice et rappeuse. Tu as publié ton roman L'amour de nous-mêmes, qui aborde l'histoire d'une femme noire en quête de l'amour. Vous utilisez alors la musique, le graphisme, l'art et l'écriture pour visibiliser les histoires et les narratifs queer en Afrique, et surtout les expériences marginales et diverses dans la lutte queer. Vous êtes camerounaise, née au Cameroun, et vous avez vécu en France. Donc, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Sophie. Comment vous définissez l'artivisme et quelles sont vos inspirations justement pour utiliser l'écriture dans votre engagement pour la diversité et la pluralité? Comment je définirais déjà, bonjour tout le monde, Sophie, Hicham, Sofiane. Bonjour. Bonjour. Comment je définirais l'artivisme? Je pense que c'est le fait d'exister, quoi, tout simplement. En fait, c'est de l'art, mais vu que dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est difficile d'être, forcément, notre art est associé aussi à de l'activisme parce que on peut pas dissocier les deux. Voilà. Et l'autre question, je me rappelle plus, c'était laquelle? Tes inspirations, Erika? D'accord. Non? Moi aussi, je fais de la fiction,
comme Sophie, mon livre L'amour de nous-mêmes est sorti cette année, cette année 2023, en février. Et pour moi, c'est très important de faire de la fiction parce que, bah, comme a dit Sophie, bah, en fait, on nous représente souvent dans des documentaires, dans des essais politiques. Et en fait, on oublie l'humain. On oublie quand en fait on a des émotions et qu'on est traversé par tout plein de choses et qu'on n'est pas juste des théories politiques, on n'est pas juste des, des souris qu'on étudie comme des souris de laboratoire. Et pour moi, c'est pour ça que c'était très important c'était très important pour moi de passer par de la fiction pour pour nous humaniser tout simplement dans un monde qui nous déshumanise sans cesse. Et du coup, mes inspirations, elles sont partout. Bah, vu que je suis aussi, on va dire, à l'intersection de beaucoup de choses. Voilà, merci. Merci Erika. Hicham, j'aimerais te poser la même question sur ta définition de l'artivisme et tes aspirations en tant qu'artiste. Alors, je voudrais surtout, je suis tout à fait d'accord avec ce que Erika vient de nous raconter. Personnellement, je ne me définis ni en tant qu'artiviste, ni en tant qu'artiste. J'ai beaucoup de mal avec ces deux termes-là. J'écris et je pense qu'à partir du moment où on existe, on est activiste. À partir du moment où on est conscient de soi-même, on devient activiste. Surtout quand on vient d'une minorité sexuelle ou une minorité religieuse ou peu importe dans nos sociétés, on devient activiste à partir du moment où on prend conscience de qui on est à l'intérieur. J'ai trouvé en l'écriture une sorte de thérapie. Ça a été d'abord quelque chose qui était pour moi les premiers, comment dirais-je, les premières informations que j'ai eues par rapport à l'homosexualité quand j'habitais au Maroc. Et là, je parle des années, début des années 2000. Ça a toujours été un stéréotype. Alors, soit on avait déjà, on confondait une personne trans avec un homme homosexuel. Les termes n'étaient pas clairs. Et donc, en lisant ces articles-là, je ne me reconnaissais pas en eux. Et c'est là où est venue l'écriture comme une sorte de salvateur qui s'est imposé à moi pour me définir moi-même, pour savoir qui je suis au fond. Et je pense que écrire ou n'importe quelle autre forme d'art, que ça soit le cinéma, que ça soit l'écriture ou la peinture, c'est une forme d'expression de ce que l'on est, de ce que la société est et de ce que l'on veut, le monde parfait auquel nous aspirons tous arriver à un moment, même si on sait qu'il reste énormément de chemin. Quant à mes inspirations, je pense que je suis inspiré par ce qu'il y a autour de moi, ce que je peux être, ce que je voudrais être et ce que je souhaiterais voir chez les autres. Donc, ce que je vois chez les autres, les comparaisons, les liens qu'on a, les contradictions qu'on a entre nous-mêmes et avec les autres, je pense que c'est ma plus grande source d'inspiration. Hicham, j'aimerais te poser une question sur le rôle du contexte géopolitique dans notre capacité à s'exprimer à travers l'art. Alors, je rappelle que tu es né à Kénitra, mais aussi tu as publié ton premier roman, recueil de nouvelles, J'abord, au Maroc. Quel est le rôle de la situation géopolitique, la situation des droits humains, ou plus directement la criminalisation de l'homosexualité sur votre capacité à s'exprimer à travers l'écriture? Alors, il faut le rappeler qu'au Maroc, l'article de loi 489 criminalise les rapports entre deux personnes du même genre. La loi reste assez floue parce que deux personnes du même genre, on inclut aussi les personnes trans. On pense justement au genre qui a été assigné et non pas à ce que la personne est réellement ou comment elle s'est définie.
Donc, c'est criminalisé par la loi et une amende, enfin, la loi jusqu'à 3 ans de prison et une amende jusqu'à $1 200, il me semble, allant de 200 à $1 200. Euh, et du coup, votre deuxième question, Oui, alors c'était l'impact du contexte politique sur votre capacité à s'exprimer à travers l'écriture. alors je pense que j'ai Comment cela eu influence? énormément de chance. J'ai eu Mhm. énormément de chance parce que je pense que je vivais dans un monde de bisounours. J'avais une certaine naïveté. Je savais que les lois étaient là. Je savais que les lois existaient. Je savais que ce que j'étais était, en tant que personne queer, dans une société arabophone, musulmane, je n'étais pas au bon endroit. J'étais une tare pour eux, selon eux, parce que pour moi c'était autre chose. Et je pense que cette naïveté m'a protégé et de la société, et c'est ce qui a permis à ce que j'écrive sans avoir la pensée des répercussions qu'il pourrait y avoir derrière. Et aussi parce que j'ai vu que beaucoup de personnes faisaient partie de la même minorité qui existait pleinement dans la rue, chez eux. Je pense que je n'ai jamais mesuré l'ampleur, parce que je ne le conseille absolument pas aux autres. Je pense qu'il faudrait être un peu plus, prendre ses précautions. Mais oui, euh, j'ai écrit, ça a été publié, ça a été accueilli par les gens. Et, euh, et je pense que c'est là où la force de l'art subsiste, c'est que à travers l'art, on peut en quelque sorte casser quelques tabous, défendre quelques causes, sans que ça ne soit, tant que ce n'est pas dit dans la société, et que ça reste entre des pages ou sur un tableau ou au cinéma, c'est comme si on osait fermer les yeux, on prétendait fermer les yeux en se disant que ça n'existe pas réellement chez nous, ça n'existe que dans la fiction, alors que la fiction et Mhm. l'art en soi n'est aspiré que par la réalité. Mhm. Sophie Labelle, j'aimerais te poser la même question sur l'impact du contexte géopolitique sur notre capacité à s'exprimer à travers l'art. Eh bien, puisque mon travail a toujours été sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, j'ai rapidement eu mon travail a reçu une audience très internationale. Mon travail est surtout lu, entre autres, aux États-Unis, mais également en Australie, à travers l'Europe, également en Afrique francophone. Surtout dû au fait qu'il y a très peu de ressources en français à propos de jeunes trans. Donc, mais avec ce travail-là, évidemment, ça me permet de voir toutes sortes de courants dans différents endroits. La plus grosse partie de mon audience, je dirais peut-être 40% de mon audience est aux États-Unis. Vous avez mentionné la version anglaise, même si c'est la bande dessinée est originalement publiée en français, ensuite traduite vers l'anglais, sous le titre d'Assigné garçon, si ça intéresse les gens. Et donc, la plupart du temps, lorsqu'il y a des gros mouvements anti-trans, comme par exemple aux États-Unis ou dans certains endroits au Canada ou en Angleterre, par exemple, je vais en subir les conséquences dans mon travail. Pas juste sur Internet. Sur Internet, bon, on se fait une carapace, j'imagine. Quand on est trans, je reçois des menaces de mort à tous les jours, absolument tous les jours. J'ai dû déménager dans le passé, à cause justement de ces menaces-là. Mon adresse avait été publiée sur un site néo-nazi. Donc ouais, c'est des choses qu'on s'habitue malheureusement. Je veux dire que le contexte géopolitique par rapport aux droits des personnes trans dans le Nord et dans l'Ouest, c'est pas très reluisant présentement, c'est très tendu, ça rend les gens très anxieux.
Et faire de l'art dans ce contexte-là, c'est devenu un peu difficile. C'est l'année que j'ai le moins dessiné en 10 ans. J'ai commencé en 2014, ma bande dessinée, comme je le mentionnais. Et cette année, ça a été difficile de trouver l'espèce. Il faut de l'espoir pour pouvoir se projeter dans le futur à travers la fiction, de créer des univers dans lesquels on peut évoluer. Et c'est très difficile d'avoir de l'espoir quand soudainement l'idée de décimer une classe de gens comme les personnes trans fait son bout de chemin dans les populations. Il y avait des manifestations lors de conférences que je donnais en Angleterre, avec des saluts nazis, des choses comme ça. Donc, je suis un peu traumatisée par ces événements-là qui se sont déroulés au printemps. Plusieurs manifestations, donc, et ouais, donc, c'est un peu le contexte dans lequel je crée, même si de ce temps-ci, je préfère de loin passer du temps dans la forêt. Merci Sophie. Erika, je te pose un peu la même question sur l'influence du contexte duquel tu écris sur ton approche artistique et archivistique. L'influence du contexte, je vis maintenant dans une société occidentale, blanche, hétéropatriarcale. C'est ça un peu mon contexte de comment arriver à exister quand tout est fait pour nous détruire. Et du coup, si j'ai fait ce livre, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que on est rarement représenté. Et d'ailleurs, sur la page de couverture, il y a 2 femmes noires, une un peu plus claire de peau, light skin, et une autre un peu plus foncée, dark skin, qui s'enlacent. Et dessus, il y a marqué l'amour de nous-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment important de se représenter parce que je me souviens que quand j'étais au lycée, je lisais déjà Virginie Despentes, mais des autrices qui ont mon âge, du coup, 30 ans, et qui écrivent noires, lesbiennes, non, j'en connaissais pas. Et en vrai, dans le paysage français, j'irais pas jusqu'à dire francophone, mais je pense que je pourrais le dire, ce genre de livre est extrêmement rare. Même, il n'existe pas. Évidemment, Bell Hooks a écrit About Love il y a des années de cela. Et du coup, c'est vraiment important de se représenter, c'est vraiment important d'exister pour nous, parce que déjà, c'est important c'est thérapeutique, comme disait Hicham. Ça nous aide aussi individuellement, personnellement, ça m'a aidé ce livre. Et puis quand c'est marqué, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et comme a dit Hicham aussi, la fiction s'inspire de la réalité. Et ouais, c'est important que ça existe tout simplement pour donner de l'espoir aussi aux générations à venir, aux jeunes de 20 ans, aux ados. Ouais, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, alors non seulement tu as répondu à ma question, mais tu as même répondu à ma prochaine question justement sur le pouvoir de l'art, et c'est une question que j'aimerais poser à vous toutes et tous sur le pouvoir justement de l'art pour communiquer et pour faire ce travail de plaidoyer. Pourquoi justement le choix de l'art, de l'écriture, du dessin, de la BD pour plaider et lutter contre les discriminations faites aux personnes LGBT? Quel est le pouvoir magique, si j'ose dire, de l'art dans la lutte queer? Et je commencerai peut-être avec Hicham. Alors, je pense que l'écriture, et l'art en général, ça a toujours été une représentation de ce que l'on vivait à un moment T. C'est une lutte de nous-mêmes, de nos sociétés,
nos auteurs et nos autrices ont toujours su ramener l'actualité dans des mots, dans des peintures, dans des films. Au début, je prends par exemple l'exemple du début du XXe siècle. Les auteurs et les autrices maghrébines et maghrébins, africains en général, ont beaucoup eu la thématique de la colonisation parce qu'ils venaient de sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des minorités. Les minorités commencent à exister, les voix commencent à s'élever. Je pense que personnellement, en tant que personne queer, en tant que personne marocaine, nord-africaine, africaine, pour moi, l'art vient là où on a pendant très 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 longtemps été délaissé en tant que personne queer de couleur. C'est que nos sociétés nous haïssaient en quelque sorte et on ne trouvait les représentations que dans les médias blancs. On essayait à la fois de copier les médias blancs, ce qui se passait dans les films blancs, dans les histoires des blancs, les histoires blanches, mais ça créait une sorte de conflit avec qui on était profondément, avec nos cultures, nos histoires, nos histoires d'arabes, d'arabophones, nos histoires d'amazirs, de touaregs, de nord-africains, de noirs. On ne savait pas comment faire pour faire vivre ces deux, nos multiples personnalités. En soi, si on veut dire, le corps queer de couleur est un corps colonisé. Il est colonisé par sa famille, il est colonisé par sa société, il est colonisé par le monde blanc, enfin, l'Occident. Et aujourd'hui, l'art des personnes de ma génération et des personnes encore plus jeunes vient justement récupérer toutes ces informations-là, de toutes nos complexités, de toutes nos personnalités, pour créer un nouveau corps, un corps queer, un corps africain, un corps musulman ou chrétien, ou peu importe sa religion, mais un corps qui n'est pas celui dans lequel nous avons été bercés pendant très longtemps, et ce corps qu'on a exemplarisé, un corps qui dirait qu'il faut absolument faire son coming out, un corps qui doit rompre les liens avec sa famille si sa famille n'accepte pas son homosexualité. Je pense qu'on vit des contradictions en tant que personne queer de couleur qui rendent le monde un peu plus complexe. Et aujourd'hui, l'art et son devoir, et c'est ce qui me ravit énormément de voir, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans les œuvres qui sont sorties, c'est que on commence à ouvrir les yeux et à savoir qui nous sommes et définir au mieux notre identité, trouver une sorte de balance. On peut dire je suis queer, je suis queer de couleur, et la représentation blanche que j'ai toujours pensé avoir raison ne l'est pas, et que c'est à nous de définir qui nous sommes et ce qui nous arrange. Merci Hicham. Sophie, j'aimerais te poser la même question avec un focus sur la lutte des personnes trans. Est-ce que l'art aujourd'hui est un outil de visibilité, l'art engagé surtout, un outil de visibilité pour les personnes trans dans finalement un monde qui invisibilise les personnes transgenres? J'aimerais que ce le soit, c'est sûr. Je crois que c'est un vœu pieux, c'est-à-dire que, à mon avis, lorsqu'on parle d'art en général, autrement que l'art visuel simplement, c'est encore très rare que des personnes trans peuvent raconter leur histoire, dans le sens où les éditeurs sont cisgenres, les directeurs de films sont cisgenres, les gens qui engagent des personnes trans pour finalement dire leurs propres mots sont cisgenres. Et donc, les histoires
auxquelles on va avoir accès vont être des histoires qui auront été choisies en conséquence de la manière dont ces personnes-là vont comprendre nos histoires. Donc, je crois que c'est un peu un peu pieux de se dire que nos histoires sont racontées. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'avoir des éditeurs qui m'ont laissé carte blanche, qui étaient à l'écoute des histoires que je voulais raconter. Mais c'est encore très rare. Et toute la diversité des histoires qui ne sont pas racontées, justement, c'est les absents, c'est les voix qu'on n'entend pas qui importent en ce moment présent. Et pour aller dans une autre direction également, parce qu'on parlait justement du pouvoir de l'art, tout ça. Puis moi, le fait d'avoir le fait de faire de la fiction, en fait, ça me permet de raconter des choses, de parler de choses qui sont très proches, mais d'une manière qui est désincarnée, d'une manière qui me permet de prendre du recul par rapport à ma propre histoire, si vous voulez. Et je trouve que la fiction donc me permet de dire des choses que j'arriverais pas à dire si je parlais de ma propre histoire, si mes personnages c'était moi, par exemple, qui parlait de choses que j'ai vécues. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup trop. Beaucoup trop, j'exagère, mais dans le sens où je suis facilement juste tellement de sens à gérer au quotidien, et donc de mettre le focus justement sur l'histoire comme telle, ça m'aide à parler de choses très graves, de choses très dramatiques finalement, mais avec ce recul qui me permet de seulement le raconter. Merci Sophie. Et, Erika, j'aimerais te poser la même question sur le pouvoir de l'art dans la lutte des personnes queer. Alors peut-être particulièrement justement quand on parle de nos propres expériences. Le pouvoir de l'art, je dirais, c'est, je pense que c'est de nous maintenir en vie. Peut-être que ça semble un peu, je sais pas, un peu mystique comme ça ou un peu fort, mais des fois, je me regarde, je me vois, et ouais, j'ai une vie pas facile. Je viens de loin. Euh, et je regarde aussi ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont soit partis parce que morts, overdose ou suicide social ou suicide. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que je suis encore là et les autres ne le sont plus? Parce qu'en fait, ils arrivent juste plus aussi à vivre, tout simplement, parce que ce que ça fait aussi, le racisme, l'homophobie, la transphobie, euh, c'est que ça crée des maladies, quoi. Ça crée de la souffrance, des maladies mentales pour d'autres, qui se transforment en maladies physiques, euh, parce qu'on somatise. Et pour moi, vraiment, c'est ce truc de me maintenir vivante. Euh, c'est gratuit. Du coup, on peut le cultiver. Mais c'est une des rares choses qu'on peut cultiver. Et pour moi, sans rien, je veux dire, sans eau, sans terre, sans patrie, sans batterie. Et, et ouais, je pense que pour moi, l'art,
ça sert à maintenir en vie. Ça sert à maintenir des liens, à faire des ponts entre le passé, le présent et le futur. Parce qu'au final, avec le temps, parce que moi je fais aussi de la musique, et je me rends compte en fait que des artistes cuir, il y en a eu avant. Noirs, afro-cuir. Sauf que bah, on n'a pas eu accès à cette information parce que voilà, on est dans la société dans laquelle on est où on valorise certains types de personnes parce que les producteurs, parce que les éditeurs aussi, c'est toujours à peu près les mêmes types de personnes qui valorisent aussi les personnes qui les ressemblent. Et, et du coup, je suis contente de me dire waouh, il y a eu Sylvester, il y a eu plein d'autres personnes queer qui ont fait des choses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord ou dans d'autres pays, et de me dire en fait, il y a des alternatives, c'est possible, il faut continuer à y croire. Pour moi, l'art, c'est salvateur. Voilà. C'est tout, hein, j'ai fini. Je te remercie, Erika, et je te remercie aussi parce que tu finis toujours par répondre à ma question suivante. Et la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est vraiment par rapport au message à qui vous vous adressez quand on fait de l'art. Quelle est notre cible? À qui on s'adresse? Hicham? Je vais être égoïste et je vais répondre que je m'adresse au petit que j'étais, parce que c'est le petit qui a vécu tant de choses. Et j'essaye Vous de m'entendez? soigner à travers. Oui. Tu nous entends? Ah, je pense qu'on a un petit souci de. Je pense à un petit souci d'Internet. Est-ce qu'on devrait juste continuer? Oui, je vais juste. Il y a Soufiane, j'imagine, il est en train de rafraîchir sa page, donc on va attendre un petit instant. Ils ne sont pas bien longs. D'accord. Je vais aller me chercher de l'eau. Ça serait le bon moment. Non, j'attends. Et voilà, donc je vais redire, Soufiane est revenu. Oui. Bonjour. Tu nous entends? De ma part ou général? Mais oui. Ok. Erika, je te remercie pour ta réponse et la question. Ouais. Hicham, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on t'entend. Oui. Oui. Toi, tu nous entends? Je pense que ça arrive en décalé. Ben, en attendant, peut-être que, en effet, vous pouvez. Je pense que Hicham avait commencé à répondre. Je ne sais pas si Sophie avait aussi répondu à la question. Donc, c'est quoi déjà la question, Hicham? Qui était la question pour qui?
Oui, c'est ça, le public à qui vous faites de l'art. Oui, j'avais commencé, mais pas fini. Du coup, on continue, c'est ça? Ouais, je t'encourage. Ok. On reprendra avec Alors, nous. pour qui j'écris d'abord pour le petit que j'étais, c'est pour l'aider, pour le soigner, c'est une sorte d'accolade que je lui donne. Mais j'écris aussi pour tous ceux qui un jour ont été petits, ou pour les petits justement, qu'ils sachent que peu importe la différence, peu importe qui on est, peu importe notre genre, notre sexualité, notre religion, peu importe qui nous sommes, on peut y arriver. On peut y... comme l'a dit Erika, il y a d'espoir, et j'écris par espoir qu'un jour, le petit moi trouvera enfin la guérison, et les autres n'aient pas à vivre justement ce que l'on a vécu. Bon, je vais répondre. Je vais pas répéter ce que Hicham a dit par rapport au fait d'écrire pour l'enfant que nous étions, parce que c'est définitivement quelque chose qui fait partie de ce qui me motive à écrire. Bonjour, Soufiane. Bonjour, je suis désolé pour la coupure. Ça allait trop bien. On nous a dit au début qu'il y avait eu des problèmes techniques dans presque chaque panel. On était prêts et prêtes. Je répondais à ta question. Sur la cible. Il y a définitivement de ça dans les raisons qui me motivent à écrire. On parlait d'espoir aussi. J'ai dit tout à l'heure que c'est difficile des fois d'avoir de l'espoir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, évidemment. J'ai beaucoup écrit pour donner du courage aux personnes queer trans. Depuis les 10 ans que je fais mes bandes dessinées, j'ai beaucoup vu mon travail comme étant de donner des outils aux personnes trans non conformes dans le genre et queer, montrer des situations dans lesquelles les situations seraient inversées, ou des manières de voir certains enjeux qui permettraient de déconstruire certaines idées reçues ou des choses comme ça. Donc, c'est moins dans le but d'éduquer, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'intention pédagogique à mon travail. C'est vraiment dans le but de permettre aux personnes trans elles-mêmes de trouver du courage, la force pour affronter le quotidien. Oui. Merci Sophie. Hicham, la même question sur les cibles, pour qui on s'adresse? J'avais répondu à la question. Juste pendant ok, pardon. En fait, parce que je vous ai posé une question qui ne s'est pas entendue tout à l'heure sur les cibles, qui est un peu liée justement à cette question-là sur pour qui on écrit ou pour qui on transmet le message artistique engagé. Quelle est notre cible? Ouais. Du coup, vu que Hicham a répondu, je vais continuer. Ok. Vu que Quand Sophie j'étais aussi. pas là, d'accord. Ouais. On s'est dit que c'était mieux comme ça, le temps que la connexion se remette en place, tu vois. Merci. Je vous rejoins, hein, Sophie, Hicham, sur le fait de, ouais, c'est comme ce qu'on s'est dit, on écrit aussi pour l'enfant qu'on a été. Et je suis d'accord avec ça, totalement. Et moi, je sais que c'est aussi pour sortir de la solitude, parce que un enfant queer est un enfant seul. Mais pas que ça, mais même à l'âge adulte, entre parenthèses. Euh, je veux dire, après les coups, finalement, ce qui nous tue, c'est cette solitude dans laquelle
il nous enferme, quoi. Quand je parle de il nous enferme, c'est il avec S, IN même, des fois. Et c'est pour ça aussi. Parce que, ouais, j'ai envie de rencontrer des gens qui me ressemblent, j'ai envie de rencontrer des gens comme moi. Et, et l'art que je fais, la musique, l'écriture, même organiser des événements, des festivals, c'est toujours pour se connecter entre nous parce que pour moi, vraiment, après les coups, c'est la solitude qui nous tue. Et il y a déjà eu trop de morts et de mortes. Et voilà, c'est pour ça. Merci, merci Erika. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler du rôle de l'intersectionnalité dans le travail artistique engagé que vous menez. Je commencerai peut-être avec Hicham. Tu as parlé tout à l'heure justement de cette première vague d'artistes engagés du Sud qui ont abordé la question de la colonisation, de l'immigration. Euh, et en fait, justement, aujourd'hui, comment tu utilises dans ce que tu écris tout ce qui a été fait avant pour ne pas créer une rupture et pour ne pas parler justement que de la sexualité et du genre, mais aussi aborder d'autres formes de discrimination subies par les personnes queer, notamment alors le racisme, mais pas que. Et pourquoi c'est important aujourd'hui de créer artistiquement et intersectionnellement? Je pense que l'intersectionnalité est ce qui nous réunit tous et toutes en tant qu'individus. C'est une façon de se dire que on va se mettre on va se tenir main dans la main pour dire non, non au patriarcat, non, non à l'homophobie, non à toutes ces choses-là qui pendant très longtemps un grand non à l'oppresseur, peu importe qui est cet oppresseur. Euh, les auteurs et les autrices qui m'ont précédé, si tu veux, je le vois de cette manière. Les auteurs et les autrices qui nous ont procédé, c'est cette, ces marches que l'on construit à chaque fois, étape par étape, pour arriver justement à une justice pour toutes et tous, pour demander l'égalité, pour tout ce que l'on souhaiterait, tout ce que l'on souhaiterait avoir. Et ceux qui m'ont procédé ont fait les premières marches. Ma génération fait ces quelques marches aussi. On va construire ces marches pour savoir ce qui se faisait avant, ce qui ne se tolère pas aujourd'hui et qu'on veut changer, et là où on veut en venir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris que les combats des minorités, mais il est très important de savoir qui on est, dans quel groupe on est. Mais il est aussi plus important de savoir qu'avec qui je suis et mon groupe, on peut s'entraider avec d'autres personnes en tant qu'LGBT. On peut combattre aux côtés des personnes racisées. On peut combattre aux personnes discriminées pour leur couleur de peau. Et avec ces deux groupes, on peut aussi également travailler main dans la main avec les personnes trans. Tout ça en gardant en tête que les combats des personnes trans, en tant que personne non trans, en tant que personne cis, je ne saurais pas ce qu'elle vit, je ne saurais pas ce qu'elle a vécu. Et donc, il faut que je sois à l'écoute. Et je pense que c'est très important que toutes les intersectionnalités, toutes les minorités soient à l'écoute des autres. Et l'art, justement, il est là pour apporter une voix à ces gens-là, à toutes ces personnes-là qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être soignées. Soignées, quand je parle de soigner, je parle bien de l'être que l'on était enfant, qui en a vu de toutes les couleurs, que l'on soit une personne de couleur ou une personne trans ou une personne queer, ou peu importe la minorité dans laquelle nous appartenons. Il est très important qu'on écoute l'autre, et l'art, justement, il est venu pour qu'on puisse donner le droit, et il est temps qu'on donne le droit aux personnes concernées de parler par elles-mêmes, par leur propre voix, et que les autres groupes soient
continue le combat aux côtés avec les autres personnes. Et c'est là où je pense que l'art, peu importe la forme qu'il prend, est très importante dans l'intersectionnalité et on essaye au mieux de représenter ces thèmes-là et ces thématiques-là. Oui, merci Hicham. Sophie, quelle place occupe l'intersectionnalité dans vos créations? Dans tes créations, la place de... C'est certain justement, que l'art que je fais est impacté par l'intersectionnalité des oppressions que je vis personnellement. Ce serait très différent l'histoire que je raconte si j'étais pas neurodivergente, par exemple, ou si j'étais pas une femme et si j'étais pas trans. Donc, c'est définitivement cette intersection d'oppression qui crée le contexte dans lequel j'écris, dans lequel je crée. Mais c'est également cette intersectionnalité-là qui me dicte un peu comment agir par rapport à d'autres aspects de l'intersectionnalité qui sont dans mes angles morts, si on veut, dans le sens où le fait que mon regard soit très minoritaire dans notre société me rend à l'affût justement d'autres voix qui sont marginalisées et c'est pour ça que j'essaie justement de pallier à ça de différentes manières puisque c'est quelque chose qui a toujours été présent dans la manière dont je consomme des médias, le fait que justement mon expérience en tant que femme trans neuroatypique soit rarement représentée, eh bien, je vais davantage vouloir intégrer les voix de personnes concernées dans mon travail. Donc, je dirais que c'est très prépondérant. Merci Sophie. Erika, la même question. Est-ce que la multiplicitude des oppressions est quelque chose qui est choisi, qui évolue, qui est utilisé intersectionnellement dans tes créations, ou c'est quelque chose qui s'impose? Tu as parlé tout à l'heure de la solitude, de la multitude des oppressions, le racisme, l'homophobie. Comment tu mets en place l'intersectionnalité au cœur de tes créations artistiques? Vu que je suis intersectionnelle et que je peux pas, en tout cas pour moi, je fais pas de hiérarchie entre qui je suis, entre le fait d'être camerounaise, d'avoir vécu la majeure partie de ma vie quand même en France, le fait d'être noire, le fait d'être une femme, le fait d'être queer, le fait d'être issu de quartiers populaires, pour ne pas dire pauvre. Je fais pas de distinction entre ça, mais je dois quand même remarquer qu'avec le temps, ça se voit quand même plus que je suis noire que je suis queer, quoi, entre parenthèses. Parce que c'est un truc qu'on peut voir de l'extérieur, la couleur de peau. Et de fait, même si je fais pas de hiérarchisation entre ce que je suis, en fait, les autres se chargent de le faire pour moi. Et du coup, de fait, moi, je travaille sur tout ce que je suis. Mais en fait, je dois quand même constater que le fait d'être une femme noire dans une société occidentale, c'est quelque chose d'assez particulier parce que on n'est pas vraiment considérés comme étant des femmes. On n'est pas non plus des hommes. C'est un statut un peu particulier. Du coup, ouais, je travaille dessus. Je travaille sur qu'est-ce que c'est qu'être un monstre, qu'est-ce que c'est que ne pas être.
Pourtant, on est humain comme les autres et du coup, mon travail résume un peu mes aspirations. Désolée, on m'appelle en même temps. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Merci. Ok, parfait. Et du coup, maintenant, j'aimerais aller dans un autre volet de notre conversation et revenir un peu sur les défis que vous rencontrez en tant qu'artiste engagé pour la cause queer, pour la justice basée sur le genre. Quels sont les défis que vous rencontrez et surtout par rapport à l'injustice dans la distribution des richesses, des sources, des soutiens. On le sait, pour créer, il faut, je pense que c'est quelque chose dont les intervenantes et intervenants ont parlé dans le premier panel, mais je pense que c'est une question très, très importante à aborder aussi, la question des défis que nous rencontrons, la place aujourd'hui de l'art engagé dans les luttes queer. Je commencerai peut-être par Sophie, et si tu peux nous parler des défis que tu rencontres en tant que BDiste, artiste. Oui, bon, j'ai déjà mentionné certains de ces défis-là, évidemment. Surtout quand on parle de présence en ligne, avec les menaces de mort, les manifestations, tout ça. Donc, je dirais que si je peux ajouter quelque chose à ce sujet-là spécifiquement, en tant qu'autrice qui s'adresse à la jeunesse, j'ai écrit des romans jeunesse, je fais de la bande dessinée nécessairement, qui est un média très lu par les jeunes. Et le fait que je sois fréquemment invitée à prendre la parole dans des écoles, ça fait en sorte que le backlash que je reçois est d'autant plus vicieux. Les transphobes, le public plus conservateur va avoir une réaction très viscérale au fait que des personnes queer et trans s'adressent à la jeunesse. Donc, ouais, il y a cet aspect-là de mon travail qui fait en sorte que les défis sont d'autant plus grands. Il y a toujours toutes sortes d'aspects de sécurité qui doivent être pris en compte. Et sinon, il y avait un autre volet à la question, c'était une longue question par rapport aux défis. Justement, par rapport aux défis. Ouais. Oui, eh bien, en tant que personne blanche, évidemment, je me constaterais privilégié que les gens vont d'emblée offrir par exemple, payer pour j'ai des conférences à faire sans nécessairement prendre en compte les contraintes au voyage. Donc, je suis présentement en Autriche, par exemple, ce qui pourrait être beaucoup plus difficile, justement, si j'étais pas blanche. Donc, c'est le fait qu'on voit beaucoup plus de personnes blanches dans les médias, des personnes blanches des personnes blanches trans et queer qui vont être amenées à prendre la parole à travers la planète. C'est souvent des enjeux justement de possibilité de se déplacer, possibilité de prendre du temps off de son travail régulier pour pouvoir faire ça. Donc oui, le racisme va faire en sorte que ça va être certaines voix qui vont être privilégiées au lieu d'autres. Donc, ça va définitivement avoir cet impact dans les histoires qu'on va entendre. Merci Sophie. Hicham, quels sont les défis que tu rencontres en tant qu'écrivain du Sud qui a commencé d'abord au Maroc, on en a parlé. Les défis que j'ai rencontrés au Maroc, c'est que ce soit en fait au Maroc ou en France, c'est quasiment la même chose. Il faut que je fasse partie d'un certain agenda où il faut que je sois reconnaissant.
à la chance qu'on me donne, alors qu'il n'est absolument pas question que il n'y a pas de question de reconnaissance, quoi que ce soit. En France, on s'attend de ma part que j'ai un discours qui soit très flatteur à la France, qui m'offre des droits, à la France qui me permet d'exister, mais à la France en même temps, quand je mentionne que la France me met au 3e plan, au 4e plan, pour justement toutes ces identités qui subsistent en moi, de queer, de personnes de couleur, de personnes qui n'est absolument pas dans les stéréotypes de la masculinité, de personnes qui osent s'affirmer, qui osent parler. Toutes ces voix qui vivent en moi me dérangent. Et donc, on me demande d'être moins que ce que je suis. Chose qu'on ne demanderait pas à une personne cis, blanche, qui aurait le même parcours. On aurait beau avoir le même discours, le même débat, une personne blanche et moi, le même vécu, la même histoire, on privilégiera toujours une personne qui est non racisée à la personne racisée. Le problème au Maroc, c'est que justement, en étant queer, en étant de culture musulmane, je coche des cases qui ne s'additionnent pas pour eux. Et je suis la dépravation, je suis qui, en plus, au Maroc, j'ouvre encore plus mon clapet pour dire les choses, parce que je pense que aimer son pays, aimer sa société, c'est justement oser la critiquer. C'est la plus grande forme d'amour qu'on puisse lui apporter. Et donc oui, au Maroc, le fait que je sois de culture musulmane et que je sois queer, ces deux identités ne fonctionnent pas ensemble. Comme on dit en anglais, on me demande de tone it down, d'être un peu, de moins exister pour rentrer dans un certain moule, ce qui ne me convient pas. Et donc oui, ça pour moi c'est l'un des plus grands problèmes que je rencontre aujourd'hui dans mon art. Ou alors on va m'expliquer ce qu'il faut que je dise, ce qu'il faut que je ne dise pas, qu'on décrédibilise mon récit parce qu'il faut qu'il soit tel et pas tel. Ce qui ne marche pas. Oui. Erika? Oui. Et d'ailleurs, merci pour cette invitation par rapport à Égypte. Mais moi, j'ai un rendez-vous encore après. Il va falloir que je bouge. Je ne sais pas si c'était la dernière question ou pas. Alors, pas la dernière, mais D'accord. on a encore quelques Ouais, parce qu'on temps, m'avait dit que c'était de 17h à 18h. mais Et je suis vraiment désolée, j'avais un rendez-vous avant et là, j'ai un rendez-vous encore après. Et c'est ça aussi, du coup, pour revenir à ta question, qui est des freins, c'est ça. C'est que moi, aujourd'hui, je suis obligée de faire plus. Une fois parce que je suis noire, une autre parce que je suis une femme, une autre parce que je suis queer, une autre parce que je suis pas vraiment française, même si ça fait depuis, je sais pas, depuis 2001 que je suis arrivée en France. Et du coup, bah c'est ça, c'est qu'on court de gauche à droite avant de venir, avant d'assister à cette conférence en ligne. Bah, j'avais un rendez-vous professionnel avant, et là j'ai encore un rendez-vous après. Ici, on est en France, du coup il est 18h. Et ma journée va peut-être s'arrêter à, je sais pas, vers 20h et j'ai commencé, je sais pas, à 9h. Et tout ce truc qu'on nous demande sans cesse de faire toujours, toujours plus et pour toujours, toujours moins. Et c'est épuisant, c'est épuisant. Récemment, une amie qui a mon âge, genre, elle a 2 ans de plus que moi. Ouais. Du coup, elle a 32. Et elle m'a dit et tout qu'elle avait fait 2 crises cardiaques. Elle est noire, afro-cuir aussi. Je savais même pas qu'on pouvait faire des crises cardiaques à 32 ans. Non, mais c'est grave. Parce que pareil, elle court dans tous les sens parce qu'en fait, c'est dur, quoi. C'est dur d'être à la place où on est et c'est dur parce que on ne va pas avoir d'héritage. Souvent, même des gens vont se réapproprier notre travail, vont nous invisibiliser, vont nous effacer. Déjà qu'on se bat pour exister. En plus, il faut se battre pour dire que non, il ne faut pas que tu voles mon travail, il ne faut pas que tu fasses des choses pas correctes.
Donc ouais, les freins, ils sont partout. Ils sont omniprésents. Mhm. Et c'est triste des fois de se dire que l'invisibilisation vient de tous les bords. Parce qu'en vrai, j'ai écrit ce livre qui est quand même un peu une première dans le champ de la littérature en France. Et la vérité, c'est que la plupart des gens qui m'ont soutenu, beaucoup, il y avait beaucoup de personnes noires dans l'eau. Et il Mhm. n'y avait pas beaucoup de personnes afro-cuir. Ah, pardon, Mhm. pas de personnes cuir, excusez-moi. Et du coup, en fait, de cuir blanche, je vais dire. Et, et souvent, en fait, on a trop, je pense, intégré l'idée qu'on avait tous une place et qu'en fait, on doit se partager les miettes. Et sauf que ça nous dessert sur la langue parce qu'on s'essouffle. On passe notre temps à nous essouffler. Donc voilà. Ouais. Merci Erika et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Peut-être je vais te poser une toute dernière question puisque tu n'es pas ici avec nous jusqu'à la fin de Oui. ce panel. Juste sur un dernier message que tu aimerais transmettre à toute personne qui nous écoute aujourd'hui. Crois en toi. Crois en toi, ça va pas être facile. Parfois, tu vas avoir des attentes et tu vas être déçu. Mais il faut croire en toi et continuer à avoir de l'espoir. Même quand tu es dans un tunnel très très sombre, continue à avoir de l'espoir parce que des gens comme toi, ils existent. Des gens qui te veulent du bien aussi. Et l'amour aussi. Le véritable amour. C'est difficile de trouver. En amour comme en amitié, mais ça existe. Du coup, continue de croire. Voilà, c'est juste de croire. Merci beaucoup Erika, merci, Merci. merci pour Merci ta à vous. présence avec nous. Et notre panel continue avec Hicham. Au revoir Erika. Et Bye notre bye. panel continue avec Hicham et Sophie. Et maintenant, j'aimerais vous parler de l'importance des collaborations au-delà des frontières et l'importance aujourd'hui de créer à travers l'art une sorte de dialogue entre le Nord et le Sud pour changer la situation des personnes queer dans le monde. Comment ça peut être possible et pourquoi c'est important aussi? Et Hicham. Je pense que c'est important parce que justement, on a besoin d'entendre on connaît nos histoires, mais on a besoin de connaître les autres histoires. On a besoin de savoir comment les autres ou l'autre vit ailleurs, comment ce dont l'autre a besoin, et lui expliquer ce dont on a besoin. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra mieux combattre les injustices, et il n'y a que comme ça qu'on peut aller vers l'avant en écoutant l'autre, on lui permet d'exister. Et je pense que c'est l'invisibilisation qui nous a tous, comme a dit Erika, qui nous a tous essoufflés. Parce que dès qu'on vient d'une minorité, on a besoin de prouver aux autres et de se prouver à soi-même, enfin, surtout se prouver à soi-même. On revient encore une fois de plus à l'enfant qu'on est, de se prouver qu'on est là, qu'on est légitime. Et on essaie par la suite de le prouver aux autres. Et le travail entre le nord et le sud, l'est et l'ouest permet justement d'avoir une multitude de voix et trouver les points en commun qu'on a et les points de divergence pour mieux aller vers l'avant. Je pense que c'est là où vient l'importance des collaborations des personnes de tout bord, de tout genre, de tout pays, toute religion, toute croyance. Merci Oui, Hicham. Sophie, la même question. j'abonde dans le sens d'Hicham, évidemment. C'est quelque chose qui semble venir d'emblée lorsqu'on pense au bon côté du travail qu'on fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des tournées, j'ai commencé à être invitée à prendre la parole
dans divers pays et mon travail m'a amené à voyager énormément. Mais c'est vraiment dans les dernières années que je me suis rendu compte de la valeur des rencontres que je fais durant ces tournées internationales-là. C'est-à-dire que, bon, hein, quand je fais mon travail, quand je dessine, quand je prends la parole, c'est épuisant, ça me demande énormément d'énergie et longtemps, j'ai voulu me préserver un peu comme ça, c'est-à-dire que je sortais moins que je sors maintenant peut-être parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment les ponts que je peux franchir, les ponts que je peux construire en rencontrant des gens de différentes expériences, de différents backgrounds. Et les anthologies auxquelles j'ai participé, les projets de groupe que j'ai fait avec d'autres personnes trans à travers la planète, c'est vraiment parmi les choses les plus enrichissantes que j'ai fait. Et ça a définitivement sa place dans mon idée du futur. C'est ce que je souhaite faire plus que tout. C'est justement de permettre ces dialogues-là. Ça me paraît essentiel, ça me paraît tellement enrichissant pour tout le monde, évidemment. Merci Sophie. Alors, il nous reste 20 minutes et j'aimerais Ça coupe encore. Il est parti. Je vois que le réalisateur... Ça ne sera pas très long, là, en fait. Je l'ai sorti juste pour lui donner la chance de rafraîchir la page. D'accord. Donc, on va attendre. Je pense qu'il est de retour. Non, je ne vois pas encore qu'il est... On va attendre un petit instant. C'est beau la bibliothèque derrière toi, Hicham. Merci beaucoup. Donc ça va dans toutes les directions. Ça va encore de l'autre côté. C'est beaucoup de poussière. Oui, j'imagine. Il faut nettoyer souvent. Mais il en faut de la poussière. Comment? Il en faut de la poussière. Oui. Je suis présentement dans un hôtel très aseptisé. Nous sommes la lumière blanche. Ouf, la lumière blanche. Non, on n'a pas vu ça avec la conférence, mais au début, quand on a commencé, quand on est tous arrivés dans la salle de conférence ici, ça m'a pris peut-être 5-10 minutes de trouver la place où la lumière n'était pas trop affligeante pour les yeux. En attendant, peut-être que Soufiane revienne. J'ai une question qui a été posée par le public. Oui, je crois que c'est là où est-ce qu'on s'en allait de toute façon. C'est ça, j'en ai une ici pour vous. Comment voyez-vous le dialogue entre les artivismes du Nord et du Sud? Est-ce que vous pensez qu'un dialogue existe et comment le renforcer? Je te laisse Sophie parler. Oui. Évidemment, s'il y a un dialogue qui existe, je crois que c'est souvent... c'est assez difficile de sortir d'un contexte où, évidemment, les paramètres du dialogue ne sont pas imposés par le Nord. C'est souvent ce qui est arrivé dans mon expérience. Les fois où j'ai été parler en
en Afrique, dans différents pays. Ça a toujours été dans le contexte d'initiatives provenant du Nord. Donc, c'est certain que ça a un impact sur les échanges, ça a un impact sur les choses qui vont se dire dans ces conférences-là. Et oui, donc, c'est des choses qui vont avoir un impact, nécessairement. Je pense que de mon côté, les échanges ont déjà commencé entre le Nord et le Sud. Que ça ne soit pas que à travers l'art mais à travers les réseaux sociaux, à travers les discussions normales de tous les jours. Le Sud commence à comprendre mieux le Nord et le Nord commence à comprendre plus le Sud. La différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, le Sud n'accepte plus le positionnement de pouvoir du Nord et le Nord a compris qu'il n'y avait pas de positionnement de pouvoir à avoir vis-à-vis du Sud ou vis-à-vis d'ailleurs. Et je pense qu'on est vers la bonne voie pour pouvoir avoir encore plus de discussions, pour avoir plus d'échanges, pour comme tu avais utilisé le terme pont, pour construire plus de ponts entre les différents pays, entre les différentes parties du monde, entre les différentes cultures. Merci pour vos réponses. Est-ce que, Soufiane, tu veux reprendre la main? Est-ce que tu as des questions pour qui te Alors, restent? il y a une dernière question sur le chat. En fait, il me restait une question, mais il y a une question dans le chat sur comment procurer vos livres, en fait. Comment on peut les avoir. C'est une question pour Sophie, Hicham, et je pense Rick aussi. Je pense qu'ils sont commandables sur Internet, sur les livres. Les livres, il faut demander aux libraires. Les libraires, normalement, pourraient se le procurer. Mais ils sont disponibles partout, ils sont disponibles en Afrique? Alors, en Afrique, je pense qu'ils sont plutôt disponibles dans les pays francophones. Sinon, la version e-book existe un peu partout dans le monde. Même si j'aime bien un livre écrit que je tiendrai entre les mains. L'odeur du papier est très rassurante pour moi. Sophie? Bien, moi, je recommande... en Afrique? Pardon? Est-ce que tes livres sont distribués en Afrique? Eh bien, c'est tellement difficile de les procurer en France. Je ne sais pas pour l'Afrique, mais malheureusement, c'est probablement un peu complexe. Puisque mes maisons d'édition, mes maisons d'édition sont au Québec pour mes livres en français. Mes livres en anglais, c'est probablement un peu plus aisé. Donc, il y a le Best of Assigned Mail. Mais sinon, en français, si vous êtes en Europe, ils sont commandables à travers la Librairie du Québec à Paris. Donc, ils ont un site Internet, puis on peut se les procurer là. Mais sinon, tout mon travail, mes bandes dessinées sont toutes disponibles en ligne sur Facebook, Instagram, Tumblr, etc. Donc, Assigné Garçon, vous pouvez trouver ça. C'est aussi sur Webtoon. Sur Webtoon, il faut Merci, Sophie. Serious Trans Vibes. Une toute dernière question que je suis armé par le Wi-Fi, la 3G et la 4G, mais ça, apparemment, ça ne marche pas trop. Donc, et voilà, la question que j'aimerais vous poser sur la place. Hier, il y a eu tout un panel sur l'utilisation des réseaux sociaux dans la lutte queer. Et la question la plus spécifique que j'aimerais vous poser dans ce panel,
c'est par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux dans la promotion de votre art sur les réseaux sociaux. Non, vous m'entendez pas. OK. Ah oui, Ah, oui, on t'entend. On t'entend. OK. Je crois qu'on décidait qui allait parler. Parce que j'ai l'impression d'avoir parlé des médias sociaux toute la soirée. Donc, le rôle de la promotion, mais bon, moi j'ai commencé sur les médias sociaux, c'est là où mon travail s'est développé, c'est à cause de la viralité de mes bandes dessinées que j'ai décidé éventuellement de quitter l'école et me consacrer à la bande dessinée. J'ai décidé de quitter mon travail pour me consacrer. Alors, et bon, nécessairement, les médias sociaux ont une très forte place dans la promotion de mon travail, dans le passé, je dirais, parce que de plus en plus, surtout avec la pandémie, je me suis rendu compte à quel point c'était devenu trop. C'était trop ça touchait toute ma vie. Surtout par rapport au cyberharcèlement, ça me rendait anxieuse, j'étais malade physiquement, et donc il a vraiment fallu que je me détache de ça, que je prenne du recul, et je privilégie maintenant donc beaucoup plus le papier. Mais je crois que ça demeure essentiel, pour pouvoir toucher des populations, des communautés comme les nôtres, qui sont souvent très peu en moyen de s'acheter tous les livres qu'elles voudraient. Donc, ça a été un des fondements de mon travail en ligne, c'était de garder mon travail le plus accessible possible en gardant tout gratuit. Donc, les médias sociaux permettaient ce mode-là d'expression. Et donc, ça me permet de toucher des populations moins nanties, mais également plus jeunes et plus souvent plus isolées. Donc, je trouve que c'est vraiment important pour moi de continuer à promouvoir mon travail sur Internet. Merci Sophie. Hicham? De mon côté, je pense que, vu que j'ai commencé un peu plus tôt avant l'émergence des réseaux sociaux, je n'ai jamais utilisé réellement les réseaux sociaux pour faire la promotion de mon travail. Je pense que je les ai plus utilisés pour dire qu'on existe, que j'existais pas. Et du coup, à travers moi, on est plusieurs à exister. Le livre, contrairement à tous les arts visuels, il est beaucoup plus difficile à faire sa promotion sur un post Instagram ou sur un post Twitter ou TikTok ou peu importe. C'est plus simple quand on a quelque chose de visuel, un film, un dessin, une bande dessinée qu'un livre avec plusieurs mots. Donc, oui, de temps à autre, je parle quand il y a une sortie, mais quand il n'y a pas eu de sortie, j'utilise plutôt les réseaux sociaux en tant que journaliste et en tant qu'individu queer de couleur qui est né au Maroc, qui a grandi au Maroc, plus que pour la promotion. Merci à vous pour cette conférence. Merci, Hicham. Alors, avant de finir ce beau dernière question. Donc, merci énormément pour avoir partagé
toutes ces histoires avec nous et vos expériences. C'était très enrichissant. Je vais me permettre tranquillement, donc, en attendant de voir si Soufiane se reconnecte pour un dernier mot de la fin, peut-être de parler de ce qui nous attend demain, parce qu'il reste encore une quatrième journée de conférence, pardon. Donc, demain, on commence avec une conférence sur l'intersectionnalité pour ne laisser personne de côté avec Marianne Schbatt et Camille Ben, des sujets qui ont déjà un peu été abordés dans votre travail aujourd'hui dans la table ronde. On va poursuivre avec une table ronde sur les pensées féministes africaines avec Olivia Chola, Peggy Nenge et Lisa. Pour terminer, avant notre cérémonie de clôture, avec une table ronde sur l'écoféminisme avec Kat Legokai, Si Le Serre, Angeli et Jules Falquet. Donc, il nous fera plaisir de vous attendre demain pour finir en grand et penser l'avenir à travers ces sujets sur l'intersectionnalité. Et je vois que Soufiane est de retour, alors je lui laisse le mot de la fin. Merci Bruno, merci Hicham et merci Sophie. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je suis encore désolé pour la qualité de ma connexion ce soir. Et je vous remercie pour toutes vos interventions enrichissantes. Peut-être juste, j'aimerais vous demander à la fin un dernier mot pour toutes les personnes qui aimeraient utiliser l'art dans leur travail. Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre comme message? Un petit mot de la fin. Hicham et puis Sophie. Un dernier mot, c'est courage. Il faut beaucoup de courage. Il faut oser. Tout d'abord, il faut oser pour franchir le pas. Si vous pensez que vous avez les capacités, c'est que vous devez certainement les avoir. Donc, il faut juste oser et tenez bon. Parce que tenez bon. Et vous n'êtes pas seul, mais tenez bon. Je leur dirais, trouver une audience parce que c'est certain que vos histoires vont trouver des gens qui vont les avoir ressentis, des gens qui vont être passés à travers ça. Et c'est pour ça que de trouver votre audience, c'est vraiment ce qui va aider à continuer à persévérer dans le fait de continuer à raconter vos histoires. Ok, merci Sophie, merci Hicham, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dans ce panel et je vous invite à nous suivre demain durant une journée où on va parler des intersectionnalités dans nos communautés. Merci encore et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.